Bonjour à toutes, bonjour à tous. Salut Alexandre. Salut à toutes et tous, salut Flo. Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du Baromètre de l'innovation, avec encore aujourd'hui un programme assez dense, riche. On va pas avoir trop d'une heure pour tout aborder. Ouais, c'est ça, les mois filent, mais on a toujours beaucoup de choses à évoquer et à décrypter. Le but, vous le savez, parce que vous avez l'habitude et on vous en remercie de nous suivre régulièrement. On fait 4 séquences qui permettent de décrypter les dernières tendances qui nous paraissaient les plus importantes. L'idée, c'est de vous aider aussi à naviguer parmi ce qui est en train de se passer en termes d'innovation et de technologie dans l'assurance. Et du coup, aujourd'hui, au menu, entre guillemets, on va parler de la Rule of 40, dont vous avez peut-être entendu parler, et puis évidemment, on fera un focus très fort sur l'InsurTech, qu'est-ce que ça veut dire dans notre domaine en particulier. Ensuite, on fera un petit tour d'horizon du marché qui est en pleine effervescence et qui est un nouvel enjeu, c'est l'assurance des data centers. Ensuite, on aura la chance avec notre partenaire Earnix de parler de l'enjeu du passage de la pure innovation à l'exécution, le passage à l'échelle en quelque sorte, et puis on reviendra sur leur conférence qu'ils ont tenue à Paris le mois dernier. Donc ça sera l'occasion de faire nos résumés puisqu'on a eu la chance, Alexandre et moi, d'y assister. Et puis enfin, on dira quelques mots sur les dernières levées de fonds qui ont marqué la scène parce que on aime bien les chiffres, on aime bien les startups qui lèvent des fonds parce que ça dit quelque chose de ce qui est en train de se passer sur le marché. Donc voilà pour le menu du jour, si ça vous convient. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à interagir, commenter, que vous soyez d'ailleurs d'accord ou pas avec ce qu'on vous raconte. Le but, c'est vraiment d'avoir quelque chose d'assez interactif. On peut se lancer justement sur la première partie, l'œil du VC sur le Rule of 40. Et peut-être on peut commencer par rappeler ce que c'est, le Rule of 40. Je ne sais pas si tu veux te lancer dessus, Alexandre. Très Pour les simplement, j'ai ouais. fait une petite infographie avec l'aide de ChatGPT là pour vous présenter de manière pédagogique ce que c'est. Rule of 40, donc c'est un indicateur en fait de performance qui est généralement utilisé pour les entreprises SaaS. Et c'est une formule très simple qui additionne et la croissance, le taux de croissance annuel et la marge qui donne un score. Et ce score, ça permet en fait de juger de la performance, de la dynamique d'une entreprise. Donc, ça permet d'avoir un peu plus de granularité dans l'analyse. On ne regarde pas uniquement des croissances qui peuvent être explosives, mais d'un autre côté, qui peuvent être contrebalancées par des pertes énormes. Et à l'inverse, quand on est dans un mode startup, il faut quand même grandir, accélérer, s'insérer dans des logiques de croissance rentable. Donc, ça permet de voir et ce qu'on dégage, mais aussi la dynamique associée. Alors, Rule of 40, c'est assez intéressant. C'est pour ça qu'on l'a mis au programme ce mois-ci. Vous avez peut-être vu, à la fois sur les réseaux, à la fois dans les médias spécialisés, les médias économiques, voilà, typiquement les échos. C'est un concept, sur LinkedIn aussi, c'est un concept qui a été beaucoup repris ces dernières semaines. Et nous, ça nous fait écho parce que on a identifié plusieurs cycles et plusieurs manières de communiquer de la part des acteurs innovants ces dernières années. En 2021-2022, pardon, c'était la croissance à tout prix, c'était à qui fait la plus grosse levée de fonds et à qui affiche le plus fort taux de croissance. Ouais, donc là, les sujets des pertes, ça n'existait pas. Les sujets d'EBITDA, ouais, c'était pour plus tard. C'était vraiment focus sur la croissance. Ensuite, quand il y a eu le retournement de marché, on est tombé dans l'extrême inverse un peu, à savoir la rentabilité à tout prix. Donc, avec des montages, on pouvait cacher des pertes dans les chiffres, masquer certaines choses. Dès qu'on gagnait 1 euro, voilà, on communiquait là-dessus. Mais je disais, c'est un extrême parce qu'un modèle startup, inhérent à la startup, il faut de la croissance. On n'est pas en train de monter une PME. Monter une PME, c'est très bien, mais c'est autre chose. Aujourd'hui, on arrive à autre chose. Là, dans les communiqués de presse que je peux recevoir au quotidien, j'identifie qu'on parle de plus en plus de rentabilité opérationnelle, de rentabilité technique. Donc, l'idée, c'était de se poser la question, en 2026, quels sont les indicateurs qui sont les plus pertinents pour évaluer la maturité et la performance des entreprises? Et sachant qu'on a la chance de t'avoir, Flo, toi qui es investisseur, c'est ton métier. Donc, je voulais savoir ce que tu en pensais, tout simplement, si ce concept de Rule of 40 était
pertinent ou non pour évaluer les insurtech que l'on suit, et voilà ton regard plus global sur cette maturité de l'écosystème. Ouais, j'aurais 2 commentaires là-dessus. Je pense que c'est intéressant de voir que ce terme qui est quand même du jargon un peu de VC, hein, la Rule of 40, commence à s'étendre dans le domaine un peu plus large et un peu plus public. C'est une manière, je dirais, un peu technique de rebondir sur la tendance qu'on voit depuis maintenant quasiment 18-24 mois dans l'écosystème Startup VC, qui est la bascule que tu as évoquée, à savoir la bascule de la croissance à tout prix vers la croissance rentable. Parce que finalement, la Rule of 40, c'est ça qu'elle mesure. Elle mesure un mix entre rentabilité et croissance. Et donc, plus on croît, moins on peut marger, et plus on marge, moins on peut croître, d'une certaine manière, le tout cherchant à atteindre le fameux chiffre de 40 ou supérieur. Donc ça, c'était le premier point que je trouvais intéressant, c'est vraiment une terminologie qui existe dans le monde du VC, qui commence à se propager, je dirais, dans l'écosystème de manière beaucoup plus large. Et la Rule of 40 est une manière de mesurer finalement cet équilibre que cherche le marché aujourd'hui entre la rentabilité et la croissance. Et en fait, je trouve que c'est intéressant, et c'est peut-être le deuxième point, l'enjeu de la croissance, il est clé en fait dans les startups, parce que on rencontre beaucoup de startups, nous qui investissons en seed, on rencontre beaucoup de startups qui viennent nous voir et qui disent « Ah, je suis déjà rentable » ou « Je serai rentable l'année prochaine », etc. Pourquoi pas? Mais une startup rentable petite, malheureusement, son prix est très loin de la valorisation probablement à laquelle elle a levé ou qu'elle pourrait escompter lors d'une levée de fonds. Donc ça, c'est le dilemme justement pour une entreprise, c'est qu'effectivement, atteindre la croissance, c'est intéressant et c'est un objectif, je dirais, à terme. Mais peut-être que pour les plus jeunes startups qui nous écoutent, il faut aussi faire attention à cet enjeu de la croissance, parce que c'est une des raisons qui justifie des valorisations qui sont très souvent supérieures au prix de marché. Et on le voit souvent avec les multiples. Moi, l'exemple que j'ai en tête, alors c'était pendant la période un peu de pic et d'euphorie, mais c'était voilà, un courtier InsurTech B2C était valorisé 8, 10, parfois plus de fois les primes, là où un agent, un courtier au coin de la rue est valorisé beaucoup moins, et évidemment sur la partie EBITDA et pas sur les primes qu'il gère. Donc voilà, donc ça c'est un élément à avoir en tête, c'est qu'il y a un énorme écart sur le marché entre le prix potentiel des objets industriels et des acteurs en place et les startups. Ceci est justifié uniquement s'il y a de la croissance. Quand il n'y a plus de croissance, en fait, la startup se retrouve dans un benchmark qui est plus proche du monde industriel, et donc c'est ça tout l'enjeu. Donc je trouvais que ça, c'était intéressant. Et puis dans l'insurtech en particulier, je trouve que la notion de rentabilité, dont on a déjà parlé précédemment, en fait, il y a un peu 3 étages en réalité. Que la startup soit un courtier en assurance ou un assureur de plein exercice, il y a l'enjeu de la profitabilité du portefeuille d'assurance lui-même. C'est-à-dire que vendre de l'assurance, je dirais jamais que c'est simple, mais vendre de l'assurance rentable, c'est clairement un enjeu et c'est clairement difficile. Et effectivement, pendant les années un peu d'euphorie, cet enjeu-là, il a été un peu laissé de loin, où voilà, pas mal de startups parlaient surtout de croissance de leurs primes, un peu moins de la rentabilité de leur portefeuille. Et d'ailleurs, à date, il y a pas mal d'acteurs qui ne communiquent pas sur la rentabilité technique de leur portefeuille. Or, c'est ça le premier enjeu. Si on vend quelque chose de manière non rentable, difficile d'être rentable au niveau de la startup. Donc ça, c'est le premier échelon. Le deuxième échelon, c'est faire de la vente rentable, c'est-à-dire l'argent qu'on met dans le process de vente. Et ça, c'est vrai qu'on vend de la tech aux assureurs ou des produits d'assurance à des clients finaux, qu'ils soient des personnes physiques ou des personnes morales. Donc l'intensité, l'argent, le temps qu'on passe à vendre doit être couvert par la marge qu'on réalise sur les produits. Donc c'est aussi avoir un process de vente qui soit rentable. C'est le fameux, et là on reprend le jargon un peu VC, CAC sur LTV. Donc combien ça me coûte d'acquérir un client versus combien je peux générer d'argent avec ce même client-là. Et puis enfin, il y a la rentabilité au niveau global de l'entreprise. Et ça, on a vu qu'il y a quelques startups qui récemment, dans l'insurtech, ont annoncé être rentables. Il y en a d'autres qui le sont sans l'avoir annoncé, et on leur fait un petit coucou pour les encourager à le faire, parce que nous, on aime bien relayer ces bonnes nouvelles-là. Mais voilà, voilà les 3 niveaux, les 3 strates qui permettent de mesurer, je dirais, la rentabilité dans l'insurtech. Et une fois qu'on est rentable, perdure l'enjeu de la croissance pour justifier des multiples et des valorisations plus élevées. Et c'est là qu'on retombe sur nos pattes avec la Rule of 40. Je ne sais pas comment tu vois ça. Et je crois que tu avais préparé d'ailleurs quelques petits exemples
en compilant des chiffres, parce qu'on a de la chance, il y a quelques startups, notamment en France, qui communiquent leurs chiffres et sur lesquels on peut faire un petit peu de travail et un petit peu d'analyse. Du coup, je te propose de passer à travers. Ouais, Voilà. et surtout, c'est les néo-assureurs qui ont un agrément, donc qui doivent publier les fameux rapports SFCR, donc qui sont assez denses, remplis de chiffres et qui peuvent nous donner une vision assez globale des dynamiques et nous permettre un suivi année après année. Donc, sachant que ce sont un peu les seuls sur lesquels on a des chiffres, je me suis concentré là-dessus. Je pense qu'il faut aussi préciser, c'est important que Rule of 40, c'est différent pour ces types d'acteurs. Ça va très bien s'appliquer à des entreprises SaaS, les fameux enablers B2B, les acteurs qui vont venir appuyer les assureurs sur la chaîne de valeur avec des solutions technologiques. Donc le Rule of 40, ça va très bien s'appliquer à eux. Et je pense que ça rebondit sur ce que tu disais. Sur un modèle néo-assureur, il faut avoir plus de nuances, parce que là, la vraie question, c'est pas seulement croissance plus marge, mais c'est plus qualité du risque et efficience opérationnelle sur le portefeuille, justement. Donc Et voilà. d'ailleurs, je me permets de te couper parce qu'en fait, c'est exactement ce que dit Bertrand dans les commentaires. OK, mais pourquoi Forti? N'est-ce pas une métrique plutôt SaaS qu'assurance? C'est exactement ce que tu viens de dire. Voilà. Et là, je me permettais de rebondir pour confirmer ce que tu es en train de dire. Ouais. Ceci dit, c'est quand même intéressant d'avoir les chiffres de ces néo-assureurs, parce que ils donnent quand même une vision assez globale de la santé de l'écosystème de manière générale et du stade de maturité où on arrive après 7-10 ans d'existence. Et là, on voit des points communs en fait entre Alan, Achille, Senna, Mila, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui une croissance quand même qui est soutenue en matière de primes. Ouais, Alan, on est à 427 millions avec quasiment 800 millions d'ARR. Ouais, encore une fois, c'est pas les mêmes indicateurs, mais on est sur des volumes et des dynamiques intéressantes. Achille, Senna, Mila, voilà, on est plus 75, plus 57, plus 20, donc on est vraiment dans des tendances fortes là-dessus. En parallèle, les portefeuilles continuent de grossir, ce qui n'est pas forcément évident. On en avait déjà parlé dans d'autres baromètres. À un moment donné, c'est assez facile, j'ai envie de dire, entre guillemets, d'aller chercher les 50, 100 000, 200 000 premiers assurés, mais on prend peut-être à un moment donné aussi du mauvais risque à ce moment-là. Donc, pour trouver de la rentabilité technique, à un moment donné, on est obligé d'optimiser et aussi de nettoyer parfois des portefeuilles. Donc là, on voit que tous, pareil, sont sur une bonne dynamique à ce niveau-là. Et on voit que sur les résultats, in fine, ce qu'on attendait depuis des années, là, on est en train d'enclencher la bascule dans le vert. Donc, Alan, au niveau groupe, c'est toujours déficitaire, mais ils ont annoncé la rentabilité opérationnelle en France, qui était attendue. Donc, ça, c'est un grand cap qui a été franchi. Achille a toujours gestion millimétrée qui lui permet, en l'espace de 4 ans, là, de basculer à plus 7 millions de résultats. Donc, c'est impressionnant. Mila aussi. Voilà, exécution très propre qui lui permet d'avoir des indicateurs à tous les niveaux, sans être trop ambitieux, mais on voit qu'on a une croissance et une dynamique qui est soutenue à tous les échelons. C'est Senna, pareil, quoi, qui pourra discuter avec les équipes, voilà, et Even aussi sur les résultats, un modèle économique qui est aujourd'hui complètement maîtrisé. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que chez tous, il y a des bonnes nouvelles, un stade de maturité qui est atteint, et ça change complètement le regard du marché sur ces acteurs. Il y a 2 ans, il y avait toujours cette défiance un peu du marché par rapport vis-à-vis de ces nouveaux acteurs qui étaient arrivés. Aujourd'hui, ça a clairement changé. Il y a 3 semaines, j'étais à une conférence dans laquelle intervenait une CEO d'un grand groupe, Aon, et en introduction, elle a dit « Alan fait du bien au marché ». Alan fait du bien au marché. C'est assez puissant, c'est assez fort, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas entendu il y a 2 ans. On voit donc qu'il y a un regard qui change. Je pense que c'est positif et ça ouvre beaucoup de perspectives. On en reparlera peut-être plus tard dans le baromètre, mais ça ouvre des portes
notamment face aux défis du secteur, quand le secteur dans la nécessité d'opérer autrement pour aller adresser les nouveaux risques. Voilà, je pense que des synergies seront possibles, sont déjà activées, et je vois ce mouvement devenir de plus en plus prégnant, en fait. Ouais, et peut-être un petit benchmark, parce que là, on a cité quelques acteurs qui, effectivement, ont un peu l'obligation de partager leurs chiffres. Donc, on les connaît, puisque c'est des assureurs de plein exercice. Mais il y a plein d'autres acteurs qui, behind the scenes, je dirais, sont rentables, ne l'ont pas forcément officialisé. Et on a eu un rapport récemment là, sur la FinTech en France. Et donc, c'était un classement des 100 FinTech les plus en vue, je dirais, sur l'écosystème français. Et parmi celles-là, voilà, il y avait près d'une startup sur deux qui est rentable. Donc, ça donne un peu un ordre de grandeur. Mais à nouveau, ça me paraît intéressant de rappeler que les startups font face à un double défi, et c'est bien le thème de la Rule of 40 d'aujourd'hui. C'est vraiment ce double défi. Certes, atteindre la rentabilité, ou en tout cas être sur le chemin de la rentabilité, mais garder un rythme de croissance qui justifie des valorisations qui soient plus importantes. Donc, c'est cet équilibre-là qui reste un enjeu, à mon avis, pour l'écosystème et pour les insurtech. Et effectivement, il y a des questions un petit peu plus spécifiques pour les acteurs qui sont des assureurs de plein exercice, parce que là, on est vraiment sur un fonctionnement d'assureur à proprement parler. Mais effectivement, comme tu l'as dit, ce que je trouve intéressant, c'est que dès lors que ces acteurs deviennent profitables, comme par ailleurs, ils ont des tailles qui sont assez significatives, ça devient un autre objet de concurrence, notamment pour les acteurs historiques, parce qu'effectivement, quand ils étaient juste gros, mais pas rentables, on pouvait toujours dire « Ah bah oui, mais ils ne sont pas rentables, peut-être qu'ils ne seront plus là dans quelques années ». Bon, bah là, en étant rentables, par définition, ils devraient encore être sur le marché pendant quelques années, à minima, et si les choses continuent dans cette direction-là. Donc, être à la fois de taille significative et rentable, je trouve que c'est un game changer de ce point de vue-là en matière de compétition. Et c'est un des premiers enseignements finalement de l'InsurTech, c'est que oui, il y a bien des acteurs qui sortent la tête du lot, c'est ce qu'on appelle les catégories leaders, et ce dont on a parlé tout à l'heure le sont dans chacun dans leur verticale en fait. Et peut-être que sur ces petits mots, on peut peut-être passer à la partie 2, parce que tu as évoqué quand même un sujet, ce qui permettait de faire un lien avec la partie 2 tu as parlé des nouveaux risques, avec voilà, comment on arrive à s'attaquer à cet enjeu qui se dresse devant les acteurs de l'assurance et devant les insurtech en particulier. Et il y en a un qu'on souhaitait aborder aujourd'hui, parce qu'il est à la fois émergent et en même temps il prend de plus en plus de place, et on a des exemples concrets, c'est l'assurance des data centers. Donc, pareil, tu avais fait cette petite infographie peut-être en introduction pour donner les bases, et surtout peut-être donner la taille du marché, parce qu'en fait c'est un vrai sujet. Ouais, on parle souvent, et ici aussi dans le baromètre, de ces fameuses niches ou verticales. Là, vous savez les chiffres, ça fait trop de zéros pour se les représenter. 300 milliards, c'est le niveau d'investissement annuel attendu dans les data centers. Côté assurance, on parle déjà en 2026 d'un potentiel de 10 milliards de dollars, donc c'est colossal. Data center, c'est l'infrastructure de l'IA. Donc, on peut imaginer les enjeux et les investissements colossaux qui vont être injectés dans cette verticale. On le voit à tous les niveaux. Là, on a fait un screen de Mistral, par exemple, proche de nous. Mistral qui annonce un investissement de 830 millions de dollars pour avoir son data center. Donc, la question, quand on a de tels montants, forcément, à un tournant, il y a le sujet de l'assurance qui arrive. C'est comme pour tout sujet. Ici, quand on a des enjeux économiques considérables, forcément. Et là, on est effectivement en présence d'un nouveau risque qui coche toutes les caractéristiques du risque compliqué pour les assureurs. Il y a plusieurs questions qui émergent. C'est comment on va assurer des actifs dont la capacité dépasse celle d'un seul acteur. C'est comment on modélise le risque là-dessus, parce qu'il faut prendre une dimension infrastructure physique, bien sûr, énergétique, de la dépendance numérique aussi, le côté digital, et c'est plus largement
On l'avait vu en début d'année, c'était dans le baromètre Allianz, je me souviens, c'est l'IA qui était passée au deuxième rang des risques. C'est aujourd'hui cette question, l'assurance peut-elle suivre le rythme d'une économie qui est portée par l'intelligence artificielle? Je parlais de modélisation. Ça, c'est intéressant parce qu'un data center, que faut-il assurer autour d'un data center? Ben, il y a le risque physique, déjà, un incendie, une inondation, dans des zones exposées aux aléas climatiques, on est sur les risques interconnectés, hein, séismes, tempêtes qui peuvent causer des dégâts énormes. Et d'un autre côté, il y a le risque de RC, avec l'interruption d'activité. Par exemple, si vous fournissez toutes les capacités des entreprises clientes qui ont des tailles et gigantesques également, bah vous avez un engagement énorme à ce niveau-là. Risque interconnecté, autre, c'est le cyber aussi. Forcément, ce type d'infrastructures vont être des cibles toutes trouvées pour nos amis pirates des temps modernes. Donc voilà, sacré casse-tête là-dessus. Toi, ton regard, Flo, sur le sujet? Ouais, je trouve que c'est un sujet qui est passionnant parce que ça illustre en fait, ou ça rebondit et fait écho avec 3 tendances qu'on voit sur la scène un peu insurtech et en matière d'innovation dans l'assurance de manière générale. La première, c'est cette notion de niche. Souvent, hein, les acteurs historiques regardent certains marchés très spécifiques et utilisent le mot de niche que je trouve toujours un peu péjoratif quand il est utilisé, sous-entendant ouais, c'est un petit truc, ça ne nous intéresse pas. Bon, là, on voit que c'est d'ores et déjà 10 milliards de dollars de primes juste sur l'année 2026. Donc, c'est quand même un marché voilà, à quelques milliards d'euros. Et c'est ça qui est intéressant, je pense, avec l'assurance, c'est que même les segments de marché petits, même ces fameuses niches, en fait, c'est des marchés qui peuvent être très intéressants, notamment du point de vue startup, parce qu'à nouveau, quelques milliards d'euros d'un point de vue d'un grand groupe qui fait des centaines de milliards d'euros de chiffre d'affaires, ça peut paraître ridicule, mais pour une startup qui au départ ne fait zéro, c'est un marché à conquérir qui est gigantesque et qui en tout cas est suffisant pour créer un business de taille significative. Donc ça, pour moi, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que cette question des data centers, elle est souvent prise par le prisme justement du risque cyber. Or, justement, je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, il y a ce risque de cyber au sens où quelqu'un de malveillant pourrait attaquer ces infrastructures et les rendre inopérantes ou réduire leur disponibilité et donc impacter tous les clients et de manière un peu plus générale, Internet et les opérations en ligne de manière plus large. Mais il y a aussi tout le reste qui est tous les risques opérationnels qui ne sont pas liés à de la malveillance. Et pour moi, ça, c'est un petit peu différent de l'assurance cyber. Et c'est pour ça que je le mettrais plutôt dans la catégorie, évidemment, des risques liés aux infrastructures technologiques. Et en particulier des risques liés à l'IA, parce que c'est ça qui est aussi intéressant, c'est quand on parle des risques liés à l'IA, tout le monde en parle aujourd'hui, tout le monde se pose la question de quel est le périmètre en fait de ces risques-là. Et bien, il y a un des risques, c'est toute l'infrastructure cachée derrière. On a vu et beaucoup parlé des LLM en elles-mêmes, donc les modèles, avec des risques à ce niveau-là, soit de mauvaises réponses, soit d'être utilisés à des fins malveillantes vis-à-vis des assureurs. On a vu des procès en ce sens-là contre les opérateurs et les géants de la tech qui développent ces LLM. Mais là, on est à l'étage encore d'en dessous, entre guillemets. On est carrément sur l'infrastructure, les data centers qui, eux, permettent d'héberger, d'opérer et de faire fonctionner finalement tous ces services IA dont tout le monde dépend de plus en plus. Donc, ça devient un gros enjeu finalement lié à l'IA, lié aux infrastructures technologiques de manière plus large. Et donc, pour moi, ça sort un tout petit peu de la cyber. Et puis, le dernier point, c'est peut-être un enjeu aussi structurel et de marché. C'est-à-dire que il y a des géants de la tech, il y en a quelques-uns, mais ils ne sont pas nombreux, qui opèrent finalement Internet et les services digitaux pour l'intégralité du monde. Et donc, si un Microsoft, si un Amazon Web Services, un Google ou un Microsoft tombe, bah, en fait, c'est potentiellement des millions de business qui ne peuvent plus tourner. Et donc, il y a un peu cette notion de risque systémique qui se cache derrière cet enjeu-là du data center que je trouve aussi intéressant parce qu'à nouveau, la notion de risque systémique, on l'entend quand on regarde les nouveaux risques, on l'entend évidemment dans la cyber, notamment quand c'est des risques liés aux ingérences étatiques, par exemple. Et puis, on l'entend aussi évidemment dans le risque climatique. Donc voilà, je trouve que c'était intéressant parce que finalement, cet enjeu des data centers qui peut paraître un peu lointain ou farfelu, même si, et tu l'as bien dit, l'exemple de Mistral qui investit massivement pour construire son propre data center en Europe, etc., ça c'est hyper intéressant.
En fait, ça permet de rebondir et d'illustrer pas mal de, peut-être pas critiques, mais points d'attention, de vigilance et de questionnement qu'on peut avoir sur le marché quand les acteurs historiques regardent ces nouveaux marchés. Et ceci dit, on a un bon exemple, et merci Sabine Marie de commenter dans cette direction-là. C'est ce que tu dis, hein, tu dis les data centers, c'est plus pour nous la réassurance. Et ça, je pense que ça soulève peut-être un quatrième point qu'on aurait pu évoquer, qui est cet enjeu de qui va porter le risque finalement sur ces enjeux, des nouveaux risques et en particulier des data centers. Et c'est évidemment une question que nous, on se pose depuis toujours en se disant, tiens, est-ce que c'est le rôle de l'assureur? Est-ce que c'est le rôle du réassureur? Est-ce qu'il va y avoir compétition entre les deux? Et ça, j'invite à re-regarder des précédents baromètres dans lesquels on a évoqué ce petit défi-là entre les deux types d'acteurs. Je ne sais pas si toi, tu as une position là-dessus. On peut faire un petit point de marché à fin avril 2026 parce que il y a effectivement, on a déjà un peu de recul, on a déjà quelques initiatives qui sont lancées. J'avais parcouru un article du Financial Times récent qui date du mois dernier. On pourra vous mettre le lien. J'ai écrit aussi sur le blog un article dédié au data center qui disait que le marché aujourd'hui, c'est l'attitude, j'ai envie de dire, un peu classique des assureurs face à ces nouveaux risques au départ qui sont assez gros, donc qui sont prudents, voire très prudents, voire se retirent, vont mettre des exclusions. Et aujourd'hui, le marché se tourne beaucoup vers les cat bonds et le capital alternatif sur ces risques-là, mais ça fait simplement que déplacer le problème. C'est les projets eux-mêmes qui vont intégrer plus de coûts. Donc, il va falloir, pour le secteur de l'assurance, imaginer de zéro des programmes pour pouvoir prendre en charge ce sujet, et on voit déjà des choses apparaître. Alors, j'en ai listé quelques-unes. Il y en a une qui me paraît intéressante, et ça va faire écho aux commentaires. C'est une facility qui a été ouverte au Lloyd's, donc un programme collectif, très simplement, qui implique 10 acteurs, dont Score, dont Municré, et qui débloque 700 millions de dollars de capacité pour adresser tout le spectre des risques. C'est ça qui est intéressant. Par exemple, Score, là-dedans, dans ce dispositif, ils sont essentiellement chargés de la responsabilité environnementale. Donc ça, c'est là où ils mettent le plus de capacité. Mais ils complètent aussi ce positionnement avec des prises de participation sur les risques, sur d'autres briques du programme. On parlait du cyber, de la technologie aussi, du transport des équipements et des risques liés à la guerre et au terrorisme. Donc, on voit ici qu'on a tout un panorama de risques qui sont concentrés sur l'infrastructure même. Donc ça, c'est un exemple. Un autre exemple, c'est les gros courtiers qui sont historiquement positionnés sur ces risques. E.ON, dernièrement, a sensiblement augmenté ses capacités pour les data centers, capacité de 2,5 milliards de dollars. Donc là, on passe vraiment dans une autre dimension. Et à côté de ça, on a les acteurs innovants qu'on connaît bien, nos insurtech aussi, qui imaginent des choses nouvelles très proches de nous. Descartes Underwriting, qui a lancé sur le marché un produit aux États-Unis pour l'instant, pour les risques climatiques qui pourraient impacter les data centers. Ici, Descartes, c'était séisme et tempête pour le moment. Donc, si un data center est frappé par ce type d'aléa climatique, Descartes peut déclencher une indemnisation via ces modèles paramétriques. Autre exemple, c'est Shepherd. Shepherd, c'est une insurtech américaine qui vient de lever une série B de 42 millions de dollars et qui, elle, c'est intéressant parce que ça fera la transition avec après le pricing, fait du pricing dynamique et de l'analyse en temps réel pour assurer les chantiers. Donc, les chantiers énergétiques et effectivement ces chantiers de data center. Donc, il y a un monitoring du risque en temps réel sur le pricing. Donc, c'est assez intéressant. Et enfin, pour donner une mesure des enjeux, là, cette semaine, il y a IMA Financial Group. IMA Financial Group, c'est un gros courtier américain qui vient de souscrire un programme de 4 milliards de dollars pour assurer des data centers. Donc, voilà, on est déjà dans des métriques qui sont extrêmement élevées et dans des choses très concrètes, en fait. Ouais, et tu l'as évoqué un petit peu, le pricing dynamique, je pense que c'est un enjeu et ça fait évidemment le lien avec la séquence 3. On a la chance de travailler dessus avec Earnix. Vous avez déjà entendu parler de cette startup-là
puisqu'on en a parlé dans 2 baromètres précédents, et notamment suite au rachat qu'ils avaient effectué de la startup Zelros. On avait parlé la dernière fois, rachat qui avait été annoncé l'année dernière et dont on était un des investisseurs, hein, pour disclaimer tout de suite le sujet. Mais en fait, ce que je trouvais intéressant et qui va faire le lien avec la partie précédente, c'est cette notion de pricing dynamique, d'intelligence artificielle dynamique finalement. On va revenir sur la conférence qu'ils ont tenue à Paris, où justement ils présentaient les enjeux, les dernières annonces produits, etc. Et voilà, et on a la chance maintenant d'avoir un stop de Earnix en France pour présenter leurs dernières nouveautés et puis réunir de manière générale l'écosystème. Mais peut-être avant ça, un point sur cette notion de pricing dynamique que je trouve intéressant et qui fait écho avec, alors non pas la conférence qui avait eu lieu à Paris, mais celle qui avait eu lieu à Londres en septembre, où le CEO de Earnix, que vous voyez là affiché, justement indiquait que le pricing dynamique avait finalement 2 bénéfices, et c'est ça que je trouvais intéressant. D'une part, il était utile face aux nouveaux risques, par définition, j'ai envie de dire, puisque dans les nouveaux risques, le principal enjeu, c'est la compréhension de ce risque, la modélisation de ce risque, et donc, par définition, n'ayant peu ou pas de données historiques, c'est très difficile d'appliquer des modèles un peu traditionnels de pricing de l'assurance et puis de s'appuyer sur les données historiques pour prévoir le futur. Donc, le pricing dynamique dans ce cadre-là a évidemment toute son évidence. Mais je trouvais intéressant aussi qu'il ait lié le pricing dynamique aux lignes de métier existantes des assureurs, avec cette idée de se dire, en fait, le pricing dynamique, c'est aussi une manière d'adapter de manière plus régulière au sein d'une même année le niveau des primes qu'on va collecter auprès des clients avec le risque réel. Dit autrement, en fait, on va faire un peu ce qu'on fait finalement dans les transports, où on voit le dynamic pricing aussi, où on aligne en fait le prix avec la demande. Là, l'idée, c'est de se dire que oui, sur l'habitation, oui, sur l'auto, donc des lignes très commoditisées, il peut y avoir un intérêt à revoir la manière de pricer ce risque au fil de l'année et pas juste faire un prix en début d'année qu'on doit ensuite conserver tout au reste de l'année. Donc voilà, je trouvais que c'était intéressant aussi cette notion de pricing dynamique, pas juste en lien avec les risques émergents qui peuvent sembler un petit peu lointains, mais aussi avec les enjeux concrets du quotidien pour les acteurs de l'assurance, notamment, et on reviendra dessus plus tard, vis-à-vis des enjeux de croissance auxquels les assureurs font face. Mais peut-être pour revenir sur l'événement, Alexandre, toi, tu avais eu l'occasion d'y assister quasiment en entier. C'est quoi les 2-3 points que tu retiens de cette conférence-là? Ouais, j'ai eu le plaisir d'assister et de couvrir l'événement dans son intégralité. C'était très riche. Là, vous avez un article qui détaille vraiment tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est dit. Pour faire un résumé court, si vous voulez, je vais vous ressortir 3 punchlines. Il y a eu 3 tables rondes, 3 punchlines qui m'ont paru intéressantes à mettre en lumière. La première, c'était une table ronde sur l'assurabilité et la soutenabilité du modèle assurantiel. Il y a Simon Ledilly, qui est président de l'Institut des actuaires, qui a dit à un moment « Un monde sans assurance conduit à la défiance vis-à-vis de la société ». Donc, c'est président de l'Institut des actuaires. Il était accompagné d'Édouard de Vieillefond, qui est à la CCR. Donc, ils sont au cœur des enjeux et aujourd'hui, c'est plus prospectif. En fait, cette question de l'assurabilité et de la soutenabilité du système, elle est clairement posée. Donc, ça implique d'aller au-delà de la réflexion et de passer à l'action, en fait, aujourd'hui. C'est ce qui est dit et c'est ce qui est signalé aujourd'hui, là, cette semaine. On est en plein dans l'actualité. C'est le rapport de la Cour des comptes sur le régime CatNat qui formule des recommandations. Et de manière subliminale, on lit que oui, il va falloir changer des choses impérativement pour maintenir ce système en place. Sinon, ça va exploser très vite. Donc, ça veut dire faire des efforts financiers de la part de tout le monde, des assureurs, des assurés, de tout l'écosystème. Ça veut dire revoir la manière dont on fait de la prévention aussi, parce que la prévention, on en parle. Mais aujourd'hui, et c'est verbalisé, c'était les intervenants le disaient très clairement, on n'est pas suffisamment bon sur la prévention. Il faut qu'on parvienne à faire mieux en la rendant concrète, activable, intégrée dans le quotidien des assurés. Et là, l'innovation, évidemment, peut aider. Donc ça, c'était pour la première table ronde qui posait vraiment le contexte dans lequel on est. Encore une fois, je répète, mais on n'est
plus dans de la prospective, on est dans quelque chose de très concret en 2026. Deuxième table ronde, c'était sur l'organisation, autre sujet, organisation et de l'orchestration humain fois IA. La punchline a été d'Aldric Zappellini, toujours passionnant à écouter sur la scène du Crédit Agricole, qui disait « Le temps de la transformation n'est pas le temps médiatique ». Aujourd'hui, et c'est vrai, on le voit dans les communications, on nous parle d'horizon de 6 mois, alors qu'en fait, nous, au quotidien, on est sur des horizons de 5 à 10 ans. Donc, c'est toute la difficulté, la problématique de passer de l'expérimentation à l'exécution au sein d'organisations et à sortir de ce qu'on fait actuellement, qui est une IA encore trop surfacique. En fait, on teste beaucoup de choses, on expérimente un peu chacun dans son coin, dans chaque équipe, dans chaque division. Mais aujourd'hui, la clé, c'est de passer à l'étape supérieure. Ça imbrique énormément de sujets en même temps, en fait. On parle de gouvernance, d'organisation, de compétences, d'acceptabilité aussi en interne de la part des équipes et des personnes, des individus qui vont être concernés par ces changements majeurs. Donc, en fait, ça interroge le fonctionnement même des organisations, un fonctionnement historique avec des process qui sont en place, de la technologie, pareil, qui est en place depuis des années, voire des décennies. Mais en fait, ça nous montre que l'enjeu aujourd'hui, c'est plus simplement l'adoption, mais la gouvernance. En fait, on a basculé là-dedans. Et la dernière table ronde, c'était justement là, on est au cœur du sujet, c'était l'IA et l'innovation pour faire face aux nouveaux défis, tous ceux qu'on est en train d'évoquer. Et Arthur Desnouveaux de Covea dit la notion de risques émergents n'est peut-être plus la bonne. La question est, quel est le risque qu'on a le plus de mal à pricer ? C'est intéressant ça, parce qu'on voit que c'est un changement de perspective. Pendant longtemps, l'enjeu, en fait, c'était identifier des nouveaux risques et trouver des moyens de les adresser. Aujourd'hui, le problème se déplace. Il s'agit d'intégrer le risque dans un fonctionnement 360 au sein de l'entreprise. Avec l'IA, et ça c'est intéressant, IA, data, ça nous amène en tant qu'assureur la connaissance. On arrive à comprendre mieux ce qu'on fait, à avoir une vision plus claire du problème, mais ça rend aussi les choix plus clairs et peut-être plus difficiles à assumer, en fait. Avec, sous-tendu, ces questions-là, c'est que peut-on assurer ? Que veut-on assurer ? Et comment trouver de l'efficacité pour assurer tout ça avec de l'innovation, de la tech et de l'IA. Donc voilà un peu pour le panorama. Flo, toi, qu'en penses-tu ? Oui, mais je trouve que c'est hyper intéressant parce que ça résonne aussi avec quelque chose qu'on voit quand on observe les insurtech, c'est que finalement, voilà, ça fait une douzaine d'années que le terme insurtech existe et on l'avait illustré dans notre rapport sur les tendances insurtech en Europe sur 2025, c'est que finalement, à mesure que l'écosystème mature, les startups se rapprochent du cœur du réacteur, entre guillemets, de l'assurance, qui est justement le pricing. Et effectivement, il y a peu d'acteurs technologiques qui se positionnent là-dessus parce que, à mon sens, c'est vraiment le nerf de la guerre, évidemment. C'est l'enjeu principal et à nouveau, le pricing dans l'assurance, la modélisation du risque, la compréhension du risque et donc le fait de pouvoir mettre un prix sur ce risque-là, c'est l'enjeu majeur et c'est l'enjeu aussi bien sur les nouveaux risques dont il a été question pendant cette conférence, mais aussi sur les lignes opérationnelles. Et donc ça, c'était quelque chose que je trouvais intéressant. C'était finalement ce bon équilibre qu'il y avait dans la conférence et qu'on voyait d'ailleurs aussi avec les personnes qui étaient présentes à l'événement. Il y avait évidemment des grands groupes et puis il y avait des acteurs plus jeunes, émergents, des purs acteurs tech finalement. Et donc c'était une des forces, je trouvais, de cette conférence tenue par Earnix à Paris, c'était de réunir vraiment l'écosystème pour un sujet qui devient clé, qui est cette capacité à mettre un prix sur le risque. Et moi je dirais, j'avais résumé dans un article que vous pourrez retrouver sur mon LinkedIn, mais finalement, j'avais résumé cette conférence-là en connectant finalement les enjeux de pricing dynamique avec 3 enjeux qui me semblent clés aujourd'hui pour les acteurs de l'assurance. Le premier enjeu, c'est celui de la croissance. Comment continuer à croître quand on ne peut pas justement ne faire qu'augmenter les prix ? Ça demande un petit peu plus de finesse et c'est là que le pricing dynamique, en permettant finalement des mises à jour beaucoup plus régulières, permet d'optimiser
finalement, le prix, et optimiser la croissance de prix, et permet aussi d'optimiser la justification du prix, parce que ça, je pense que c'est un des enjeux auxquels ont été confrontés les acteurs de l'assurance ces dernières années. C'est, certes, j'augmente les prix, mais comment j'explique ça au client final ? Comment je justifie ça au client final? Donc, c'est évidemment le travail des courtiers et des agents, mais si les acteurs de l'assurance peuvent mieux expliciter ces hausses tarifaires, j'imagine que ça aide dans le process, et donc le pricing dynamique est aussi une manière de répondre à cet enjeu-là du voilà, comment je fais pour continuer à augmenter mes revenus dans un monde où l'inflation jusqu'à présent avait plutôt retrouvé des niveaux historiques. Puis le deuxième enjeu, c'est l'efficacité opérationnelle. Et là, je pense notamment à des lignes de métier, donc certes commoditisées, mais qui sont parfois des produits d'appel sur lesquels finalement il y a peu de marge. Être capable de mettre à jour le prix au fil de l'eau et de manière assez régulière, c'est aussi une manière d'aller capter toujours un tout petit peu plus de valeur tout au long de l'année, au lieu d'avoir un prix défini en amont et qui s'applique toute l'année durant, quel que soit ce qui va se passer pendant le reste de l'année. Et donc ça, je pense que c'est aussi une manière de se dire, tiens, comment on arrive à optimiser, donc efficacité opérationnelle, comment on arrive à optimiser le prix pour être au plus près finalement du risque réel, tout en continuant à gagner de l'argent sur les portefeuilles qu'on construit. Et puis le dernier enjeu auquel les assureurs doivent faire face, qui est peut-être plus moyen-long terme, mais qui est aussi un gros dilemme pour l'industrie, c'est les nouveaux risques et comment y répondre. Est-ce que c'est quitter certains marchés? Est-ce que c'est augmenter les prix jusqu'au ciel? Est-ce que c'est multiplier les exclusions, qui est plutôt, donc ces trois comportements-là, qui est plutôt la réaction un peu basique qu'on observe aujourd'hui dans le marché? Ou est-ce qu'à l'inverse, c'est construire la résilience et donc utiliser la donnée, les algorithmes, l'intelligence artificielle, donc, pour essayer de mieux appréhender ces risques, essayer de mettre un prix sur ces risques et permettre justement aux différents acteurs de marché de continuer à opérer sur tel ou tel segment. Et c'est là que ça fait un lien avec ce qu'on se disait précédemment, notamment sur les data centers. Donc voilà, moi, c'était les trois enjeux que je vois pour l'assurance et les trois manières dont le pricing dynamique ou même l'intelligence artificielle dynamique de manière générale pouvait répondre à ces enjeux-là. Et voilà, c'est comme ça que je résumais la conférence, que je trouvais particulièrement intéressante et à nouveau aussi riche de tous les gens qui étaient dans le public, pas que sur scène évidemment, même si les deux allaient un petit peu de pair. Et je vois d'ailleurs, on va peut-être, je ne sais pas si tu avais des commentaires, Alexandre, là-dessus, mais je vois qu'il y a des commentaires. Ouais, non, juste peut-être une dernière chose, toi qui as été au cœur des opérations, en ayant suivi Zelle Rose depuis le début, je trouve intéressant rappeler peut-être aussi pourquoi Earnix a racheté Zelle Rose, pourquoi aujourd'hui on sort même de la terminologie de pricing dynamique pour basculer dans IA dynamique. Je pense que c'est une bascule aussi, un développement qui mérite d'être noté, parce que je pense un peu ce qu'on disait. Aujourd'hui, les risques ont besoin d'être adressés de manière holistique. Il faut qu'il y ait une intégration qui implique tous les maillons en fait, de la chaîne de valeur. Et au-delà de l'efficacité, tu as ces enjeux de transparence aussi qui sont là. Donc voilà, ouais, si tu peux me donner un peu ton regard là-dessus, sur Zelle Rose. Ouais, tu as raison. C'est bien vu, effectivement. Je pense que le rachat, et ça avait été annoncé par Earnix lors du rachat de Zelle Rose, je pense qu'il y avait un triple enjeu. Le premier enjeu, c'était compléter la chaîne de valeur. Ça rejoint exactement ce que tu viens de dire, à savoir le pricing est une brique core, et je disais c'est le cœur du réacteur, mais l'idée c'est comment on synchronise évidemment les enjeux de pricing avec les enjeux de distribution sur lesquels opérait justement Zelle Rose avec de la recommandation personnalisée, etc. Donc ça c'était le premier enjeu, c'était s'étendre sur la chaîne de valeur pour avoir une offre qui soit beaucoup plus complète, parce que finalement le pricing nourrit la distribution qui elle-même renourrit le prix avec des retours terrain et des retours métiers. Donc ça c'était le premier enjeu, il me semble. Le deuxième enjeu qui était assez évident, c'était d'accélérer le développement de Earnix, qui est une boîte américaine en Europe, en s'appuyant notamment sur un pilier très fort qui était la France, où Zelle Rose est particulièrement actif, et où d'ailleurs Earnix et Zelle Rose avaient des clients en commun. Un de ceux-là qui est tout à fait public, c'est Matmut par exemple, qui cite souvent en exemple, et donc il y a un acteur avec lequel les deux entités travaillaient déjà, mais donc l'idée c'est de démultiplier ces opportunités
sur le marché français et puis plus largement sur le marché européen. Et puis le troisième enjeu qui avait été énoncé dans le communiqué de presse et pour justifier le rachat, c'était aussi cette volonté d'accélérer sur l'intelligence artificielle générative notamment, et puis ces enjeux de copilote qui étaient un des gros enjeux de Zelros pour venir compléter les technologies que développait déjà Earnix, parce que finalement, on utilise souvent l'intelligence artificielle au singulier. Le CEO de Earnix le rappelle souvent, il vaudrait mieux plutôt parler d'intelligence artificielle au pluriel. C'est des technologies d'intelligence artificielle. D'ailleurs, nous, quand on regarde l'InsurTech du point de vue IA, on considère qu'on est plutôt à la 5e vague d'innovation dans l'InsurTech AI First, parce qu'il y a eu des précédentes vagues avant avec le machine learning, etc., qui sont l'imagerie aussi computer vision, qui est une autre vague, une autre branche finalement de l'intelligence artificielle, et puis l'intelligence artificielle générative qui est plus récente. On a les agents IA aujourd'hui, donc on voit qu'il y a quand même pas mal de notions qui viennent se compléter. Et l'idée, c'était de disposer finalement d'un centre un peu de R&D en France, avec, en s'appuyant sur l'ingénierie et les capacités en mathématiques, notamment des francophones et puis des Européens de manière générale, pour venir nourrir la roadmap technologique de Earnix. Donc voilà, c'était ça les trois liens qui vont, comme tu l'as dit, bien au-delà du seul pricing. Ouais, super intéressant. Et quand on parle d'Europe, ça nous amène assez logiquement, et peut-être pour finir, sur les levées qui ont marqué, je dirais, les dernières semaines, avec peut-être la principale, parce qu'elle était surprenante, il me semble, hein, c'est Zego. Donc je sais que tu as écrit un article là-dessus, vous pouvez le retrouver sur la plateforme d'Alexandre, Digital et Assurance. Tu veux peut-être en dire quelques mots, et est-ce que d'ailleurs ça t'a surpris toi aussi, ou c'est juste moi ? Non, très, très surpris parce que Zego, on les suit de très près depuis très longtemps et on s'attendait pas à voir ça. Pour rappel, Zego, c'est une des 8 licornes à date dans l'InsurTech européenne, valorisée à 1,1 milliard à la suite de sa grosse levée de 2021. Donc, c'était au cœur de l'effervescence quand les robinets étaient ouverts. Ils avaient fait un gros deal qui les avait valorisés. Ils ont eu plus de difficultés au moment du retournement de marché. Derrière, modèle, ils avaient un modèle pour assurer les flottes qui est en B2B, qui a eu du mal à prendre. Ils ont dû réduire la voilure en matière d'effectifs. Ça a été un peu compliqué de stabiliser tout ça. Ils ont fait un pivot vers le B2C, assurance auto-connectée, donc télématique B2C. Mais ça a porté ses fruits, hein. Là, je lisais le CEO la semaine dernière dans le Insurance Post, donc une référence médiatique au UK, qui annonçait la rentabilité sur l'année 2025. Donc on en revient à son jeu de rentabilité. Il avait déjà annoncé des trimestres dans le vert. Là, c'est sur un an. Il confirme que c'est rentable sur un an, Zego. Et là, ils ont annoncé un deal. Donc, c'est quasiment 24 millions d'euros. Donc, c'est loin des montants de 150 ou 200 millions d'euros. Mais c'est intéressant de voir qui a mené ce deal. C'est Sompo, en fait, l'assureur japonais. Avec l'objectif qui est très clair, c'est d'importer les technologies de Zego et la proposition de valeur de l'InsurTech britannique sur le marché japonais. Ça fait écho à ce que je disais un peu plus tôt dans le baromètre, ces synergies que j'entrevois dans le futur. En fait, elles sont en train de se mettre en place là, à travers du financement qui n'est pas juste du financement pour trouver de l'efficacité capitalistique, mais c'est pour ramener l'innovation et capitaliser directement sur cette innovation en l'embarquant dans les modèles et dans la dynamique business d'un assureur. Toi, tu le vois comment, Flo ? Ouais, je suis assez d'accord. En fait, moi, la surprise, elle vient justement j'ai toujours du mal à connecter les points entre la rentabilité d'un côté et une levée de fonds de l'autre. Je trouve ça assez contre-intuitif. Et effectivement, on avait laissé Zego sur plusieurs trimestres consécutifs de rentabilité. C'était les annonces et le storytelling qu'il y avait eu récemment. Et donc, c'est de ce point de vue-là que j'étais surpris, parce que j'avais plutôt l'impression que c'était l'inverse. C'était plutôt se dire, regardez, on est rentable, donc arrêtez de nous mettre la pression sur les levées de fonds, arrêtons de parler de ce sujet-là, nous sommes rentables, on est là pour perdurer, etc. Donc, arrêtez de nous poser des questions sur les levées de fonds. Et boum, Zego revient sur le marché et le devant de la scène avec une levée de fonds. Mais là où tu as raison, c'est qu'effectivement, je pense que cette levée de fonds, elle dit des choses très complémentaires. Donc, certes, c'est un montant
qui est beaucoup plus faible que ce qui a été levé avant, mais ça reste quand même significatif dans l'écosystème actuel. Donc, je trouve que ça illustre quand même la tendance dont on parlait précédemment, qui était l'émergence de catégories leaders. Zego, sur l'assurance auto et télématique en particulier, apparaît avec cette levée de fonds comme un catégorie leader capable, non content d'atteindre la rentabilité, mais de continuer à attirer des investisseurs. Puis l'autre illustration, c'est justement cette idée de les grands groupes, en fait, ils sont toujours plus actifs. Ils ont beau avoir des mots parfois un peu rudes pour les insurtech, de temps en temps, voilà, ils savent se positionner sur tel ou tel acteur avec lesquels ils perçoivent une valeur un peu stratégique. Donc certes, ils mettent de l'argent sur la table pour accélérer finalement le développement de la société, mais à côté de ça, il y a aussi une volonté de faire du business ensemble, de développer un partenariat industriel et de s'appuyer finalement sur la technologie de Zego. Et c'est là peut-être le troisième point que ça illustre cette levée de fonds, et c'était le sujet du podcast que j'ai publié là il y a quelques jours sur le mois d'avril au sens large, c'est sous forme de question, c'est est-ce qu'on est à l'aube de l'émergence de la télématique en Europe? Parce que c'est aussi un sujet qui revient sur la table régulièrement, mais en fait, si on regarde ces derniers temps, il y a eu pas mal d'annonces autour de ces sujets de télématique. On a eu d'abord Flock, qui a été racheté par Admiral, c'était en Europe. Alors, c'était en Angleterre, mais c'était en Europe de manière large. Ensuite, on a eu Allianz, qui a investi massivement dans Cambridge Télématique, qui est un des leaders du secteur, alors certes américain, mais quand même. Et puis là, on a Sompo Holdings qui investit dans Zego pour, et c'est écrit dans le communiqué de presse comme ça, développer une offre de télématique auprès de ses clients. Donc, c'est ça aussi que je trouve intéressant, c'est de me dire, effectivement, les grands groupes qui ont parfois, et à juste titre, un regard critique sur la scène innovation et la scène startup, de temps en temps, ils trouvent un petit peu de valeur. Et c'est ça, je trouve, qui est intéressant et qui est pour moi un des enseignements après 10 ans d'InsurTech, c'est d'essayer d'avoir cette granularité. Toutes les startups ne sont pas excellentes de la même manière, toutes les startups ne sont pas nulles. Il y a évidemment un juste équilibre à trouver. Et ce qui a la valeur pour l'un peut ne pas en avoir pour l'autre et inversement. Et donc là, on voit que pour un acteur comme Sompo Holdings, ce qu'ils viennent chercher, c'est effectivement le savoir-faire, la capacité d'innovation, la capacité technologique de Zego. On vous fera, je pense, prochainement un sujet dédié à ça. Parce que Allianz, par exemple, qui a investi dans CMT, deal de 350 millions de dollars, ne s'arrête pas là. Ils ont investi dans Risk, donc qui fait de l'embedded en auto au UK. Ils viennent la semaine dernière d'investir dans Openly, qui est une des insurtech les plus en vue sur le sujet de l'assurance habitation aux États-Unis, pardon. Donc, il y a vraiment une tendance de fond qui se dessine et qui mérite d'être décryptée. On le fera dans un prochain baromètre. Sur les autres levées du mois, on voulait vous parler aussi rapidement de Cover. Cover, donc encore une fois, assurance embarquée, qui a levé un peu plus de 10 millions. Donc, pareil, c'est une insurtech bien connue de l'écosystème européen qui officie depuis 10 ans, comme Alan a fêté ses 10 ans, et comme Alan, elle a annoncé une levée de fonds moins significative, mais qui lui permet d'avancer. Donc, c'est une validation aussi des investisseurs qui se disent que voilà, c'est un acteur qui fait ses preuves, quand bien même il n'a pas encore atteint la rentabilité, mais c'est la prochaine étape. C'est ça, d'arriver à performer et trouver de la croissance rentable à l'échelle, et ces fonds vont l'aider. Et enfin, un mot sur une dernière startup en France que j'aime beaucoup, c'est i6 Technologies, qui vient de lever 4 millions d'euros en seed avec le soutien de Generali et de Socadif. Socadif, c'est une filiale du Crédit Agricole. AI6, très très intéressant parce qu'ils veulent mettre en place une plateforme qui est capable d'orchestrer en fait l'ensemble de la chaîne du risque, du diagnostic à la réparation, et en passant par la prévention. Ils ont notamment un module qui s'appelle Preven6, qui est une solution dédiée au risque sécheresse. Donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Ça va passer par le réseau des agents Generali dans un premier temps. Et voilà, on a quelque chose ici de très concret pour adresser
les enjeux de prévention et avoir du ROI, de l'efficacité et de l'impact. Donc voilà, je ne sais pas si vous êtes encore là. On vous mettra de toute façon le replay sur YouTube. Merci à toutes et tous de votre attention, de votre fidélité et je vous dis à très bientôt. Salut.